Bonsoir à tous, nous vous accueillons ce soir dans un palais historique, le palais du Raïs, ou le Bastion 23, pour vous parler justement de notre histoire antique. Comme vous le savez tous, notre pays a vu le passage de plusieurs civilisations et occupations. On citera les Phéniciens, les Vandales, les Romains, les Byzantins, les Ottomans et les Français, et bien sûr les musulmans. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est de faire un voyage dans le temps à travers les vestiges qui ont été découverts dernièrement, en 2009, sur la place des Martyrs d'Alger, lors des fouilles ou lors des travaux d'aménagement du métro d'Alger. Alors ces fouilles, il faut le savoir, opérées dans le quartier de la Basse-Casbah, renseignent un peu plus sur le plan général de la cité d'Icosium et de son plan d'urbanisation. Pour en parler, nous accueillons ce soir les spécialistes de la question. Nous accueillons Monsieur Siti Kemel, bonsoir. Vous êtes chef de projet des fouilles archéologiques à la place des Martyrs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Monsieur Hamoum Tofir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre national de la recherche en archéologie, le CNRA. Absolument, oui. Merci d'être là également ce soir. Merci à vous. Nous accueillons également sur notre plateau Monsieur Abdelwaheb Zekar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels. Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, quelqu'un de la maison, Bouzid Wild Houssine, réalisateur d'un documentaire que vous allez découvrir tout de suite. Alger fouille sa mémoire. Vous avez suivi toute l'étape, tout le processus de fouille depuis 2013 à 2015, voire 2016. On vous propose de le regarder. On reviendra tout de suite après pour le débat. Alger la Blanche. Accroché à un ancien mouillage au pied de la colline de la Casbah, Alger n'a jamais cessé d'évoluer au fil du temps. Progressivement, la ville va prendre d'assaut les collines qui entourent la Casbah. Alger se transforme et prend des contours différents au gré des événements historiques. Fondée par les Phéniciens, elle est d'abord Icosium, la punique, 2 siècles avant notre ère, puis Icosium, la romaine. Elle sera numide du temps de Juba II. Et c'est au Xe siècle que Bolorin ibn Ziri fonda Al-Jazair des Banu Mazranna, les Mazranna étant une tribu amazigh sanhadjienne. Par la suite, les Turcs en font une possession ottomane, appelée la Régence d'Alger, avant de subir l'occupation française. Alger la Blanche est aujourd'hui la capitale de l'Algérie indépendante. Éternel et irréductible Alger. Comme toutes les villes du bassin méditerranéen, Alger se modernise. Pour satisfaire une demande croissante de transport collectif, la ville se dote d'un réseau ferroviaire souterrain de type métro. Le premier tronçon, Grande Poste Haïl Badr, est entré en exploitation en 2011. Le projet prend de l'ampleur. Des travaux de génie civil et pose de ligne de l'extension Grande Poste Place des Martyrs commencent en 2009. La station Place des Martyrs est située au pied de la Basse-Casbah. La zone est classée patrimoine national et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
La réalisation de cette station dans ce secteur sauvegardé obéit à une démarche spécifique de sauvegarde. Ça a commencé avec le projet de la station de métro à la place des Martyrs. Donc on s'est dit qu'il y a certainement des choses sous le sol, qu'il doit y avoir un potentiel archéologique sous cette place, à cet endroit. Et ça a commencé par des sondages profonds jusqu'au substrat, jusqu'au sol stérile, sur une profondeur de plus de 7 mètres. C'est ce diagnostic qui nous a révélé donc l'existence de vestiges en stratigraphie de plusieurs séquences, donc de plusieurs périodes de l'histoire d'Alger et qui remontent jusqu'à plus de 2000 ans. Dans le plan, on était obligé de faire le répertoire de toute l'histoire de toute la Casbah, d'accord, en démarrant des Phéniciens, des premiers occupants, jusqu'à l'ère actuelle. Et nous avons donc fait des recherches d'archives, des recherches documentaires, des recherches sur la littérature. Nous avons toujours entendu parler de cette Jazer Banu Mezranna, de cette Icosium, de cet Icosium, dans le centre névralgique était dans les environs. Nous avons, en août 2008, fait des sondages avec 4 archéologues seulement qui ont déterminé qu'effectivement, il y avait bien des structures. Et ça n'est pas uniquement des objets qu'on devait déplacer dans des musées. Il y avait effectivement donc des structures, ce qui a donné l'importance à cette découverte et la prescription aujourd'hui. Après ce diagnostic, les résultats donc, de l'analyse des données, etc., le ministère de la Culture a décidé d'organiser donc une fouille de sauvetage. Il ne s'agit pas seulement de mettre au jour les vestiges qui existent et de les déposer, mais il s'agit également de laisser des témoignages in situ sur place et de les valoriser. D'ailleurs, le projet du métro a intégré un espace muséal, ce qui permettra au grand public dans l'avenir, en prenant le métro à cette station, il va traverser 2000 ans d'histoire d'Alger. À propos d'histoire, comment ne pas se souvenir du film culte Tahia Ya Didou, qui rend hommage à la ville d'Alger. Dans ce film de Mohamed Zinet, Himoud Brahimi, alias Momo, l'enfant terrible de la Casbah, déclare avec ferveur et poésie l'amour qu'il porte à sa ville natale, El-Bahja. يا بهجتي قالوا لك باللي انت مبنيه فوق الجزيره الخضراء والجبل مول القمقم الابيض راهم مسميك على الشفره قالوا لك باللي معدن الحياة حجرة نافسة عند القلب اللي يقرأ من قراك قرأ الحياة يا بهجتي واللي قرأ الحياة منك ما يبرأ. C'est une première en Algérie. Comment faire pour réaliser une station de métro en zone urbaine protégée sans détruire les vestiges archéologiques, mémoire de notre passé? Une opération comme celle-ci doit nécessairement faire appel à l'archéologie préventive. De fait, dès juin 2013, une équipe d'archéologues est sur place. La fouille commence. Parce qu'on intervient en zone urbaine, il y a la mise en place d'un groupement entre le Centre national de recherche en archéologie, qui était un établissement public algérien, avec l'Institut français qui est spécialisé dans le domaine de l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, si vous voulez, c'est comment concilier l'avenir tout en sauvant le passé. Alors on le sauve en dégageant des ruines, des vestiges que l'on va garder pour les présenter au public, comme un certain nombre de vestiges ici. Et puis parfois on détruit complètement, mais on détruit et tout en enregistrant. Là j'ai les pieds sur les archives du sous-sol d'Alger.
Donc on va les relever, on va les photographier, les prendre en 3D, les analyser, etc. Et même si nous les détruisions, elles seraient sauvées, on en aura fait une excellente photocopie. C'est celle-là? C'est la 28, la tienne? Sur le chantier, nous avons deux équipes, là, deux équipes qui se complètent. Il y a des archéologues algériens et des archéologues français spécialisés dans divers domaines de l'archéologie et qui interviennent et gèrent justement cette opération de fouille archéologique. Le chantier en place, commence alors l'opération de décapage. On dégage la terre en surface pour atteindre les premières couches archéologiques. Nous nous trouvons actuellement dans les premiers niveaux qu'on a découverts dès qu'on a ouvert. Et donc c'est les premiers niveaux de la période ottomane. Que la période française avait complètement démoli pour faire place à cette grande place de la Régence. Donc nous avons parmi les premiers niveaux qui se trouvent à peu près à 1,60 m, 1,70 m de l'actuel niveau de la place des Martyrs, nous avons quelques restes de pièces, de quartiers de la période d'avant 1830. Là, on est à un niveau un peu plus bas, peut-être un peu plus ancien que 1800 ou 1700. Plus ancien, nous sommes dans un quartier où il y a des ateliers de ferronnerie. Où par exemple, vous remarquerez qu'il y a ici des traces peut-être d'enclume où le ferronnier tapait son métal. Vous avez des traces même de cendres que vous trouvez ici, qui sont encore présentes. Vous avez aussi des citernes ou des espaces souterrains qui, pour une partie, prenaient peut-être les restes des cendres, ou alors carrément, comme les forgerons ont besoin d'eau, ils ont aussi des citernes d'eau. Voilà. Donc ça ne représente qu'une partie de la zone de la période ottomane qu'on a préservée, parce que le reste a été enlevé pour pouvoir descendre dans les profondeurs. Les Français se sont installés à l'arrivée, se sont installés au palais de la Djenina. Alors ils avaient besoin d'installer les troupes. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'état des vestiges qui sont rasés sur la totalité d'un nivellement qui est en pente ouest-est. Cet endroit-là était une espèce de delta en V qui s'ouvrait vers la mer. Et il était en dégradation depuis Dar el-Hamra jusqu'à peu près les voûtes de la place des Martyrs. Donc avec le temps, tous les occupants de cette zone-là ont occupé ces escaliers qui vont de Dar el-Hamra aux voûtes. Donc c'est 0,19 mètres de différence. D'accord? Donc on a occupé le terrain de cette manière-là et au fur et à mesure, ça montait, ça montait. Nous sommes sur une partie qui a été reconnue comme la mosquée Seyida, mais l'étendue de la mosquée va surtout vers l'ouest. Ce que nous avons dégagé là, c'est des structures qui sont rattachées à la mosquée, mais dont on ne connaît pas encore l'identification, l'affectation de ces structures. Dans cet espace, c'était le Beit el-Mal, après la mosquée.
Jama' Jdid. Fait de marbre, après un mois de fouilles, les résultats récoltés montrent que cet espace présente plusieurs phases d'occupation qui remontent à l'Antiquité et se prolongent jusqu'à nos jours. Après un mois de fouilles, on est descendu effectivement à 7 mètres de profondeur pour atteindre le rocher et on a rencontré 2000 ans de l'histoire d'Alger. 2000 ans avec le rocher, avec par-dessus l'occupation à l'époque de Juba II, avec par-dessus une occupation romaine, avec des maisons d'un côté, une grande basilique de l'autre côté, entre le 2e siècle et le 5e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, une nécropole qui est mise en place sur toute la surface, c'est-à-dire un cimetière, avec les tombes des gens qui ont été enterrés. On ne connaît pas encore exactement l'époque à laquelle ça s'est passé. On sait que c'est avant le Moyen-Âge, puisqu'à partir du 11e, 12e siècle, le secteur est réoccupé et il y a encore à nouveau des maisons qui sont installées et Alger qui se développe. Et puis après, Alger qui va, si on poursuit dans le temps, ce secteur qui va se modifier et avec l'installation de maisons à l'époque ottomane et d'un quartier artisanal qui finalement en partie sera rasé à l'époque coloniale, donc 2000 ans plus tard. Les archéologues sont à l'œuvre, avec méthodologie, à la recherche de vestiges qui viendraient enrichir les données scientifiques sur ce site. Là, on est dans une partie totalement au sud de la fouille. On a découvert au-dessus un certain nombre de vestiges qui peuvent être d'époque médiévale, mais pour le moment, je n'ai pas plus d'informations qu'on a enlevées les jours précédents. Pour le moment, moi, j'ai trouvé un niveau qui me semble un peu cohérent, donc j'enlève celui qui est dessus. Et a priori, on peut avoir des sépultures qui sont dans ce niveau ou creusées dans le niveau que je suis en train de soit d'enlever, soit sur celui que je suis en train de découvrir. D'accord. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, le paquet, ça sera de régler, de purger le problème de celui-ci. Donc là, tu as on est théoriquement dans le monde byzantin. Et ça va nous apprendre peut-être un petit peu comment les gens, pas vivaient, mais comment on les enterrait. Donc c'est quand même une partie de la vie aussi. Et puis si on a de la chance et si les os sont pas trop mal conservés, on va essayer de découvrir dessus des traces, par exemple de maladies, des traces que peuvent laisser le travail aussi. Même si l'échantillon est relativement faible, en tout cas ça fait déjà un bon début de travail. Donc on essaye de reconstituer tout compte fait l'histoire de la tombe avant de reconstituer l'histoire, si on pouvait, l'histoire d'une population qui a vécu ici. Normalement, je ne veux pas m'avancer trop parce que les datations sont encore relativement imprécises vu qu'on n'a pas encore réellement travaillé là-dessus. La mosaïque, elle est censée être du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc entre le moment où on a la mosaïque, c'est-à-dire un bâtiment avec ce sol qui est fréquenté par des gens, et le moment où on enterre dedans, il s'écoule 3 siècles. Les tombes sont creusées, passent à travers ce sol de mosaïque. On se trouve à peu près à 4,5 mètres, 5 mètres du niveau de la place des Martyrs. Et nous sommes sur le sol d'une basilique paléochrétienne romaine du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ.
c'est un bout de basilique, c'est le démarrage de la basilique. Donc c'est peut-être le tiers ou le quart de la basilique. Tout le reste se trouve vers la place des Martyrs, vers les voûtes. Ce qu'on observe sur notre mosaïque, c'est bien sûr des creusements de tombes directement sur la surface du sol et bien sûr quelques lacunes qui sont un peu partout. Une découverte d'une mosaïque dans un milieu urbain diffère d'une autre qu'on peut découvrir dans un milieu rural. Parce qu'ici, les dégradations sont plus anthropiques. C'est-à-dire c'est l'homme qui a participé à sa dégradation. Pour le travail de la conservation, c'est vrai que ça va prendre du temps, vu la multiplication des tombes, bien sûr, et des lacunes. C'est-à-dire un travail qui va se faire pratiquement en consolidant toutes les parois, bien sûr, la mosaïque. Une fois quand on aura terminé les consolidations, on va entamer bien sûr une opération du nettoyage de la surface pour éventuellement mettre au jour que ce soit les motifs et bien sûr tout ce qui est polychromie, c'est-à-dire les couleurs du moment que notre mosaïque elle est en polychrome. Il va y avoir une décision qui sera un peu compliquée, c'est la conservation in situ de la mosaïque ou la dépose. Parce que si ce sera une dépose, là c'est toute une opération qui va être effectuée. La terre garde en mémoire les traces matérielles de la vie et des événements du passé. Au fil du temps, l'homme laisse derrière lui ce que l'on appelle un mobilier archéologique. De la poterie, des armes, de la monnaie, du bâti, etc. Ce sont autant de vestiges que l'archéologue s'efforce de faire parler. La céramique dans l'archéologie est un facteur essentiel pour la détermination de la datation de l'espace et pour la détermination des circuits commerciaux qui étaient en vigueur à l'époque. Et le matériel archéologique consiste en matériaux de construction, de céramique. Là aussi, on trouve des ossements humains qui sont reconnus par les anthropologues. Mais pour les ossements humains, généralement, on les trouve dans les temples qui sont localisés dans la zone 9. Je suis venue plusieurs fois déjà sur ce chantier depuis 2013, donc j'ai fait plusieurs interventions en fait, puisque le but principal, c'est pour l'instant en tout cas, avant d'entamer la phase d'étude proprement dite, c'est d'arriver à fournir des fourchettes chronologiques aux personnes qui sont en train de fouiller pour qu'ils sachent un peu où ils vont. Donc régulièrement, je fais des séjours ici pour inventorier le mobilier et pouvoir leur donner des fourchettes chronologiques sur ce qu'ils sont en train de fouiller ou ce qu'ils viennent de finir de fouiller. La fouille nous permet de constater l'évolution de cet endroit. Comme par exemple derrière vous, vous avez le sol d'une pièce qui est pavée en briques. C'est typiquement ottoman, dont l'origine se retrouve aussi ailleurs. Comme par exemple à la Qal'a de Beni Hammad, nous trouvons aussi le même pavement. Ce mobilier archéologique va servir à témoigner de la production qui était à l'époque, pendant l'époque ottomane. Et nous avons l'indication comme quoi la mosquée a été rénovée et entre autres, parmi les rénovations, il y avait des revêtements de carreaux de faïence pour les murs de la mosquée. Là, on est en train de fouiller l'individu qui se trouve dans une sépulture. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement méticuleux, c'est pour ça qu'on n'utilise que des tout petits outils comme cela, pour pas abîmer les os et puis pour déplacer le moins possible les petits os tout fragiles comme les os
qui sont ici, qui sont des os des mains ou des pieds. Et on est en train de le dégager complètement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé quand on l'a inhumé. Et ce qui s'est passé éventuellement après, parce que c'est des tombes assez particulières où il n'y a pas un individu dedans. Mais en fait, elles sont réutilisées plusieurs fois. On peut avoir jusqu'à 8 individus. Peut-être qu'elle la tombe, elle passe dessous, là, je sais pas trop. Là, on est au niveau des pieds, de toute façon, c'est 14. On n'aura rien. Oui, peut-être que le reste du Maccabée, il a été emporté par... À moins que ça, ce soit... Ça, c'est un mur qui est arrivé bien après tout le reste. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout recoupé. Et je ne sais pas encore de quelle époque il est. On le verra avec le matériel. Avec le matériel, oui. Parce que ce coin est très très complexe. On a un peu du mal à comprendre ce qui s'y passe parce qu'on a 10 à 15 siècles entremêlés sur 1,50 m de profondeur. Et apparemment, quand tu as Dans cette partie sud de la fouille principale, les archéologues ont mis au jour une zone dédiée aux activités commerciales et artisanales. Ce quartier remonte à la période ottomane. Il est constitué de 4 ateliers de surface modeste, spécialisés dans la forge de fer, de plomb, de cuivre et des métaux précieux. Ici, le quartier des boutiques, constitué d'un bâti de 5 unités. Le quartier est traversé par une ruelle qui passe à proximité de Beit el-Mal. Pièces de monnaie ont été découvertes sur le site. Ces pièces remontent à différentes époques de l'histoire, depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Chaque pièce prélevée est soigneusement nettoyée, identifiée et répertoriée. Les monnaies sont d'excellents marqueurs chronologiques. Elles portent la trace d'événements historiques et sont souvent des indices de la circulation monétaire. De ce lot de monnaie émerge un ensemble de 384 pièces en argent d'origine espagnole. Ces pièces ont été émises sous le règne des rois Philippe II, III et IV, ayant gouverné successivement l'Espagne entre 1556 et 1665. C'est ici, dans cette boutique, que le trésor a été mis au jour. L'homogénéité et la provenance du lot semblent exclure une thésaurisation ou un achat commercial. Elles suggèrent plutôt un paiement d'une rançon versée à des corsaires. Pour avoir un aperçu historique de la ville d'Alger, un détour par le musée des Antiquités s'impose.